Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, nous sommes avec Hélène Granet, productrice chez ITV France. Elle fait partie des figures de l'ombre dans des programmes télévisuels bien connus, comme par exemple Comedy Class, MasterChef, Star Academy ou encore The Voice. L'objectif de cette interview, ça va être de comprendre l'histoire d'Hélène, mais également son quotidien. Alors sans plus attendre, je vous laisse tout de suite avec l'interview. Dans ton enfance, est-ce que tu as toujours voulu travailler dans l'audiovisuel? Est-ce que tu as fait des études là-dedans? J'ai jamais voulu travailler dans l'audiovisuel. Je viens d'un milieu où on connaît pas ça, où j'avais même pas le droit de regarder la télévision, donc j'y connaissais rien et c'est, presque une erreur de parcours, ça date un peu, mais je voulais faire un métier qui s'appelle, profiler, donc c'était l'étude comportementale des criminels et j'ai fait du droit et la banlieue dans laquelle j'étudiais, était, très, très, très pourrie, ce qui fait que j'ai pas pu aller au bout des études. Donc j'ai fait les salons des étudiants, j'ai trouvé une école, heu, qui proposait une école de communication qui t'offrait, à l'époque, la promesse, elle était pas très claire, qui te permettait de devenir, journaliste, tout ça. Je me suis dit: «Oh OK, pourquoi pas, ça peut avoir un lien» et puis surtout, ça proposait 6 mois à New York. Je trouvais ça fabuleux je me suis, payée cette école, qui s'appelle l'EFAP. J'avais fait plein de stages dans plein de trucs différents, genre photographe de boîte de nuit, assistante, pour un festival de cinéma, enfin bon, vraiment des trucs, où je me suis dit: «Ça va être compliqué de trouver ma voie là-dedans» et puis le dernier stage, la dernière année, par le plus grand des hasards, parce qu'encore une fois, je répète, hein, j'étais pas pistonnée, rien du tout, je connaissais rien, voilà, et ben, j'ai eu un stage dans une émission de télé qui s'appelait à l'époque Graines de Star, qui était un talent show, l'un des premiers talent shows, qui a vu éclore, Alizée, Jean Dujardin, Jérôme Commandeur, tu vois? Et j'ai fait 1 an de stage et puis après ils m'ont gardée, ils m'ont embauchée et puis ensuite, le producteur de Graines de Star, était marié à la productrice de la Star Academy. Donc l'été, j'allais bosser pour le casting de la Starac et tac et puis voilà. J'ai regardé un peu ce que tu avais fait. Tu es passé par plusieurs boîtes, tu es passé par beaucoup de projets, et cetera. Est-ce que, est-ce que c'est parce que tu as besoin, enfin, tu trouvais ça intéressant de renouveler beaucoup de choses, de passer par beaucoup d'entreprises, et cetera? Non, pas du tout, c'est juste que j'ai été embauchée en tant qu'intermittente et hem et à l'époque, j'imagine que ça a changé, mais il y avait pas de fidélisation des employés et des intermittents en l'occurrence. Donc en fait, je faisais 2 mois là, 2 mois là, 2 mois là, 2 mois là et j'ai vite compris que, si je voulais, travailler tout le temps, et donc avoir mes heures, parce qu'il y avait ça aussi, cette course, à l'heure quand tu es intermittent, et ben, il fallait, étendre, tes connaissances, enfin, tes connaissances de société et donc je travaillais, 2 mois pour Endemol, 2 mois pour Réservoir, 2 mois pour truc, 2 mois pour machin et en fait, résultat, tu remplis ton carnet d'adresses et ensuite les gens font appel à toi naturellement. Je me permets de couper Hélène un petit instant pour vous expliquer ce qu'est un intermittent du spectacle. Donc c'est un statut particulier où en fait un intermittent n'a pas d'emploi fixe. C'est-à-dire il enchaîne des missions ponctuelles, comme par exemple il peut faire 2 mois sur un tournage, et puis ensuite enchaîner 2 semaines sur un autre par exemple. Pour bénéficier du chômage pendant les périodes où ils n'ont pas de contrat, les intermittents doivent faire un minimum d'heures dans l'année. C'est ce dont parlait Hélène juste avant. Ce système il est avantageux premièrement pour les entreprises car ça leur permet de payer des salaires uniquement quand il y en a besoin. Donc par exemple pendant les périodes de tournage. Mais c'est également intéressant pour les intermittents. Ça leur permet de choisir quand est-ce qu'ils travaillent, avec qui ils travaillent, et ça leur permet également d'engranger beaucoup d'expérience sur des projets différents. Mais après j'ai fait aussi une carrière en fonction de mes enfants. C'est que quand j'ai eu des enfants, j'ai ralenti les tournages, par exemple, tu vois? Je partais plus 2 mois et demi à l'autre bout de je sais pas où, et il n'y a que, il y a 2 ans, que j'ai signé un CDI. C'était la première fois qu'on me proposait un CDI. Jamais en 20 ans de travail, on m'avait proposé un CDI et il se trouve que, il y a 2 ans et demi, on m'a proposé un CDI et j'ai dit: «Bah, OK, vas-y, j'essaye», tu vois? Parce que, quand tu fais 20 ans, plein de boîtes avec plein de projets différents et c'est hyper, épanouissant et en même temps, c'est hyper challengeant parce que résultat, en fait, le fait de changer de boîte régulièrement, ça te permet de remettre en question et de remettre quasiment tout à zéro à chaque fois et tu es entre guillemets, hein, «en concurrence» avec d'autres personnes parce que ta place, elle est pas assurée. Donc forcément,
tu performes vachement pour essayer enfin, tu essayes de performer, hein, bien sûr, pas à tous les coups, gagnant, mais tu essayes de performer et d'être, bonne dans ce que tu fais pour pouvoir, être rappelée. Et là, bah, le CDI, ça m'est tombé dessus et j'ai dit, dans une boîte pour laquelle je travaillais déjà beaucoup, 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 donc ITV. Et comme, c'est une très bonne boîte, enfin, c'est des gens très humains voilà, et j'ai dit: «Vas-y» et j'essaye. Ça m'a été un peu, pénible au départ parce que je me suis dit: «Putain, je vais plus jamais changer de projet, de collaborateur et tout». Puis, je m'y suis fait et comme la boîte a plein de projets très différents, voilà, c'est plutôt agréable, en tout cas depuis 2 ans et demi. Et tu disais du coup, quand à l'époque tu étais sur beaucoup de projets, est-ce que enfin c'est assez fatigant, tu voyages beaucoup, t'as dit? Enfin, ça dépend des projets, mais, après moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est que c'est jamais pareil la même journée. C'est que, tu voyages, tu es sans cesse en mouvement, tu as sans cesse de nouveaux collègues, sans cesse de nouvelles, missions, hem et ouais, ça se renouvelle tout le temps et j'aime ça. Je trouve ça super, de se dire que, pas chacun par exemple, j'ai une vie, personnelle qui est assez stable et classique et en revanche, au travail, c'est génial parce que tu changes en permanence et ça t'apporte plein de choses. Je sais pas si c'est un lien, mais en tout cas, ouais, en tout cas, moi, ça m'a convenu, voilà. J'imagine qu'il y a des gens qui rêvent d'un CDI, très, très jeune. Ça n'a jamais été mon cas et ça n'a jamais été envisagé. Quand on m'a proposé ce CDI, j'étais vraiment la première surprise parce que je dis: «Bah, qu'est-ce que je vais faire s'il y a plus de mission?» Tu vois? Je vais me tourner les pouces. Bon, en fait, il y a toujours un truc à faire, mais voilà. Et j'ai vu aussi, justement en étudiant ce que tu faisais, que tu fais plusieurs, en quelque sorte, métiers. Donc par exemple, j'ai vu casting, story editor, productrice montage, rédactrice. Est-ce que du coup, tu sais faire plein de métiers ou enfin, quelle est la différence entre tous ces mots? Je pense qu'il faut être, très polyvalent et il faut avoir fait les métiers pour pouvoir comprendre les problématiques et hem et tu vois, par exemple, moi j'ai fait 10 ans de casting et résultat aujourd'hui quand on monte une équipe, je comprends les problématiques du casting, j'en ai fait 10 ans. Alors évidemment, ça date, hein, tu vois? Je veux dire, c'est plus le même aujourd'hui, donc forcément les méthodes ont changé. Enfin moi, si tu veux, j'ai commencé le casting, il y avait à peine internet, c'était un annuaire, tu vois? Donc heu, donc forcément les choses elles changent, il y avait pas les réseaux et tout. Mais il se trouve quand même que, j'en ai fait 10 ans et que je comprends et qu'aujourd'hui je me dis, je suis pas meilleure que les autres, mais en tout cas je sais comment on fait et que, tu vois, il y a le directeur de casting ou un casteur qui est, dans la panade, on va pouvoir trouver des solutions ensemble parce que j'en ai fait du casting. Pareil, hem, là, le dernier tournage qu'on a fait, on a eu une épidémie de grippe et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit: «Bah, attendez, je peux remplacer le journaliste, il y a pas de tu vois? Je sais faire». Hem, Encore une fois, là, ça fait plusieurs mois que je pratique plus, tous les jours, tu vois? Mais, résultat, quand tu es polyvalent, ça te permet d'être, solide, face aux problèmes. Je trouve aussi qu'il y a un truc de crédibilité. Puis encore une fois, hein, tu sais, quand tu démarres, quand tu es journaliste, on va pas te confier un poste de red chef, dès le départ, quoi. Alors après, parfois, tu as une chance et oui, tu passes un palier et justement, c'est ça qui te fait progresser. Mais, le truc arrive pas du jour au lendemain. Ou alors, je pense que tu peux te casser la figure très vite. Si tu te retrouves, producteur à 22 ans, sans être passé par différentes étapes, à mon sens. Après, encore une fois, chacun fait bien comme il veut, tu vois? Et du coup, j'avais une question aussi, c'est, story editor, donc ça veut dire, c'est toi qui, enfin qui scénarise? Non, c'est très particulier, c'est en lien avec, la télé-réalité d'Entièrement. Donc en fait, voilà le dispositif. Donc tu as, bon là, en l'occurrence, c'était le château de la Star Academy, reprenons ça parce qu'aujourd'hui c'est revenu. Au château, tu as une régie qui va, capter des images pour la quotidienne et à l'époque, il y avait aussi un flux en direct. Je sais pas si ça existe encore, je crois pas. Et donc tu as des gens qui s'occupent de réaliser, les images, qu'on appelle des switchers. Ensuite, tu as le poste de story editor. Donc devant toi, en fait, tu as un ordinateur avec une sorte de logiciel de montage, enfin de bout à bout, hein, très simple, très simple. Et en fait, tu regardes les images et tu vas dire au switcher: «OK, on va suivre tel personnage» et toi, tu babes en direct le trajet de ce personnage, par exemple. Et alors il va aller à tel cours, on va le suivre parce qu'il y a telle histoire et puis il y a truc qui va rentrer en jeu et comme on sait qu'il y a un début d'histoire d'amour, tu vas suivre ce truc-là et cetera. Donc tu as 2 switchers, 2 story editors en régie qui vont capter 2 flux différents et donc toi, ton job, c'est d'essayer de construire un semblant d'histoire. Derrière, tu as, comment on les appelle? Les line-up, à l'époque, ça s'appelait comme ça, donc c'était une sorte de red chef
et ton line-up, il vient te voir à la fin de la journée. Il te dit: «OK, tu quoi comme histoire?» «Bah, il y a truc qui a fait ci, il y a machin qui a pleuré, il y a» voilà, selon le projet, hein, bien sûr. Je l'ai fait aussi, tu vois, par exemple, sur Baby Boom. Là, j'étais line-up sur Baby Boom, mais c'est tu vois, là, il y a eu tel accouchement, il y a eu telle chose, attention, il y a madame truc qui est rentré dans telle salle et cetera. Voilà ce qu'on a su. Ton line-up, il dit: «OK, d'accord, j'ai une vision globale de l'épisode» et ensuite il te dit: «OK, je pars en montage», donc il part en montage, donc il construit son épisode pour la quotidienne et après il revient te voir, il dit: «Voilà, pour pouvoir nourrir mon épisode, j'ai besoin de telle personne en interview à propos de telle thématique et cetera». Puis ensuite le story va faire des interviews et donc tu vas aller obtenir ce que ton line-up il veut pour construire ton épisode. Vous parliez, de la vie de famille. Est-ce que, justement, être, productrice, ça prend, un temps, même sur son temps libre, on pense à ça? Ou alors, tu arrives bien à séparer les 2? Bah, après c'est très personnel. Moi personnellement, oui, j'arrive à séparer les 2, mais forcément parfois ça prend le pas. Bah, c'est que quand tu pars 15 jours en tournage, oui, bah, tu pars 15 jours en tournage. Donc à toi de t'organiser. Donc après c'est une balance à trouver avec, soit ton conjoint, soit avec toi-même, tu vois? Ou, parfois aussi tu peux, moi j'ai refusé des projets aussi, tu vois, qui demandaient de partir, 2 mois et demi. Là cette année, tu vois, par exemple en 2025, j'ai eu un tournage à Pantin, ce qui est l'exact opposé de chez moi, avec à plus d'1 heure de trajet. Bah, quand tu fais, 8h, minuit ou 7h, 2h, forcément, tu rentres chez toi, il est 3h, le matin tu pars, il est 6h. Voilà, mais je l'ai fait, parce que c'est super et que c'est un projet qui est extraordinaire et voilà. Maintenant, c'était 15 jours. Là, à la fin de l'année, j'ai un autre projet, qui va me demander, je pense, 10 jours, pas d'absence, mais de concentration absolue, donc enfin concentration, pardon, c'est prétentieux, de travail intense, pendant 10 jours, donc oui, il y aura 10 jours où je les verrai pas et puis voilà et c'est OK, le reste de l'année, tu es là, tu vois? Et actuellement, je sais pas si tu peux le dire, mais enfin, sur quel projet tu travailles actuellement? Est-ce que tu peux en parler ou pas? Oui, je peux te dire juste, le projet, après je pourrais absolument pas rentrer dans les détails. Je m'occupe de la production de la cérémonie du Ballon d'or. Oh, incroyable. Et ah oui, j'avais une question aussi, c'est les producteurs, souvent, le public ne les connaît pas, enfin, ils travaillent un peu, dans l'ombre. Est-ce que, est-ce que ça t'a déjà, dérangé le fait que, bah, on sait pas que c'est grâce à toi qu'un projet existe? Est-ce que ça t'a quelquefois dérangé? Alors, je pense qu'il y a des gens, si tu veux faire un peu une allégorie, il y a des gens qui sont faits pour l'ombre, il y a des gens qui sont faits pour la lumière. Moi, ça a toujours été l'ombre. J'ai toujours adoré faire ça et toujours dans l'ombre et il y a jamais eu d'envie de velléité de lumière. Tu vois, il y a vachement, j'ai rencontré plein dans mon parcours de casting, j'ai rencontré plein de casteuses qui, elles, rêvaient d'être devant la caméra et grand bien leur face, tu vois? Moi, ça a jamais été mon cas. Résultat, quand tu as du plaisir à travailler dans l'ombre, je pense que, tu aucune envie qu'on mette la lumière, sur ce que tu fais et tout. Il y a des métiers qui mériteraient d'être, un peu plus mis en lumière, pardon, comme, tu vois, comme la post-production. Quand je suis arrivée sur, The Voice, c'est trop rigolo, mes copines, elles m'ont dit: «Mais attends, c'est pas une émission en direct?» et j'ai dit: «Ah non, 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 c'est une vraie émission de montage», tu vois? Et donc en fait, les gens savent pas. Et est-ce que tu regardes tes propres, projets quand ils sortent à la télé ou quoi? Ah, pas du tout. Ah non, dis donc, ça fait, 8 mois que tu es sur le même projet, tu as vu les images 100 fois, tu as tourné les trucs, enfin, tu peux plus les voir tes émissions à la fin. Il y en a dans lesquelles, tu es très fière, tu vois? Et je me suis surprise parfois à montrer, des choses, à dire: «Ah regarde ce qu'on a fait», parce que tu étais fière du travail. Et est-ce que tu regardes par contre les critiques? Est-ce qu'elles t'atteignent, quand on dit, «Ah ça c'est bien» ou alors «Ça a pas été bien»? Est-ce que tu prends en compte? Alors bien sûr, tu les prends en compte parce que de toute manière, hem, l'audience, c'est évidemment ce qui va guider, ton travail, hein et puis, l'apport des projets et cetera. Alors tout dépend, sur quel projet tu travailles. Encore une fois, si c'est sur une plateforme, les audiences sont assez obscures donc les les, mmh, les les plateformes communiquent pas, ou très peu les audiences. Donc tu sais, plus ou moins si ça a marché, si ça a fonctionné pardon, par exemple quand tu es re-signé pour une saison 2, tu dis: «Ah OK, finalement les chiffres étaient pas si mauvais». Sur la télévision du linéaire, tu as les audiences, le lendemain à 9h. Heu, alors
oui, tu t'adaptes, bien sûr. On va te dire, heu, on va te dire parfois que sur la courbe, à tel moment, il y a eu une baisse. Pourquoi? Donc on va regarder ce qu'on avait mis à tel moment, tu vois? Pour voir ce qui peut clocher. Hem, c'est difficile de réajuster, hein, quand, par exemple, quand tu fais une émission comme The Voice, sur 14 épisodes, tu as quand même de l'avance en montage, donc après tu retournes, remonter deux trois trucs si tu peux, pour modifier. Donc oui, tu prends en considération évidemment, les critiques. Déjà, tu prends en considération les critiques de la chaîne qui, eux, te font un rapport, qui, elle, pardon, te fait un rapport, le lendemain matin. Parfois, bon, bah, il y a Twitter, hein, j'aime merveilleux, où sur Twitter, bah, tu vas trouver, effectivement, moult critiques. Alors, il y a beaucoup de tri à faire parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui parlent pour rien dire, mais des fois, tu as quand même des pistes aussi, où tu te dis: «Ah OK, OK, on pourrait peut-être qu'on pourrait faire attention à ça». Hem et après, bah, de toute manière, tu es obligé de prendre les choses en considération. Toi, tu es que le mec qui fabrique, tu vois? Tu as un client, si le client il te dit: «Attendez, l'audience a dit que ceci, cela», bah, tu t'adaptes quoi, tu vois? OK. Et quand tu parles des clients justement, est-ce que, c'est par exemple une chaîne qui vient, chercher la boîte de prod ou alors c'est la boîte de prod qui va chercher une chaîne? Alors, ça dépend parce que tu as différentes boîtes de prod. Tu as des sociétés de production, comme, TF1 Prod ou Studio 89 qui, elles, sont affiliées à TF1 ou M6. Donc elles vont faire que des programmes, pardon, pour, TF1 et M6. ITV, la boîte pour laquelle je travaille, où tu prends des meubles, où tu prends toutes les autres boîtes. Hem, je sais pas quel est le ratio, j'en sais rien. En tout cas, j'ai la sensation que la plupart du temps, c'est la société de production qui va aller vers la chaîne pour dire: «Ah, on a développé un projet, on a créé un projet» ou «Dans notre catalogue, on a un projet, est-ce que ça vous intéresse?» Là, ils disent oui, ils disent non. Le dernier programme que j'ai fait, donc Comedy Class, c'est, les, gens du développement, c'est l'équipe développement de chez ITV qui a créé le programme. Donc ça aussi, les créations, c'est très rare, donc ils sont trop forts. Ils ont créé le programme et ils ont été le vendre ensuite et Amazon a dit oui et donc c'est comme ça que ça s'est fait. Maintenant pour changer de thème du coup, est-ce que toi dans ton futur personnel, donc dans quelques années, est-ce que pour le moment tu as prévu de rester chez ITV vu que tu as un CDI? Est-ce que tu as quand même, un projet en tête dans quelques années vers lequel, tu aurais envie de te tourner? Moi, tant que je suis bien, je suis heureuse. Ce qui est important dans ma vie, personnelle et professionnelle, c'est, tu sais quoi? C'est, le bien-être. Tu travailles avec des gens bien, tu travailles sur des programmes qui t'apportent, quelque chose. Moi, mon leitmotiv, réel dans la vie, c'est de rire, donc j'ai besoin de rire, j'ai besoin d'être entourée de gens qui sont dans le même mood que moi, tu vois? Où on prend pas les choses au sérieux, où on se dit que vraiment, on va pouvoir trouver des solutions et tout ça dans la bonne humeur. Hem, bah, donc tant que tout ça est coché, bah, bien sûr, je suis là. Heu, après encore une fois, ITV est vraiment une boîte, j'en ai fait beaucoup de boîtes. Je dis pas que les autres sont pas bien. Je trouve juste que ITV est pour le coup un cran au-dessus en termes de bien-être, de, vigilance sur les choses, et tout donc avec des programmes qui sont très chouettes et très variés. Tu vois la preuve, hein, je te parlais de Comedy Class, The Voice, le Ballon d'or, c'est absurde un peu mais c'est super. Est-ce qu'à un moment donné, j'aurais pas envie de déménager en Provence et au bord de la mer? Enfin, tu vois, c'est plus un projet personnel qui pourrait venir couper ce truc-là et un projet personnel et aussi à un moment donné de plus s'amuser. Donc voilà, si je m'amuse plus et si ça coche plus les cases d'un point de vue perso, bah, faut arrêter. Et pour le futur du métier de producteur, avec, les IA qui arrivent et cetera, est-ce que tu penses que ça va, changer la manière de faire? Est-ce qu'il va disparaître? Est-ce que, ça va rien changer? Bah, forcément ça il y a des choses qui changeront et Dieu merci, il faut changer, hein. On fait pas, le même métier aujourd'hui qu'on le faisait il y a 20 ans donc et c'est super et quand ça a commencé, je faisais que de la post-prod et ça c'est hyper intéressant en post-prod de, toutes ces nouvelles technos et oui forcément, bah, en post-production, il va y avoir du changement, c'est certain. On est encore, freiné par plein de choses, hein, notamment, l'acquérance des droits à l'image et des choses comme ça. Aujourd'hui, tu peux pas créer d'IA, n'importe comment. Tu peux pas modifier les voix, tu peux pas, enfin, ça te dépanne de fou quand même, hein, nous, il y a eu des choses qu'on a fait en IA, avec l'autorisation de tout le monde et tout, parce qu'on a un service juridique qui est très au taquet là-dessus et c'est normal. Donc quand tu restes dans le dans un cadre juridique, même en restant strictement dans un cadre juridique, ça t'aide de ouf. Tu vois, on a testé avec des monteurs, on a testé, le montage en IA. Bon, bah, c'est très bien.
Mais aujourd'hui, la technologie permet pas encore de remplacer un être humain, hein, vraiment, hein. Donc, est-ce que demain, la techno, elle aura évolué et que ça on pourra remplacer peut-être? Je sais pas. Je l'espère pas parce que, on fait un métier, d'équipe, tu vois? Et on est hyper nombreux et c'est ça qui est hyper agréable. Est-ce que le salaire, déjà, je pense il augmente au fur et à mesure de l'expérience. Est-ce que tu aurais une fourchette à donner ou tu veux que ça reste privé? Le salaire, bah, en fait, le salaire, il évolue en fonction de ton expérience. Un producteur aujourd'hui, il est payé, alors ça dépend des boîtes, ça dépend des émissions, ça vraiment, mais en moyenne 350 € par jour brut. Donc ça fait 7 000 € brut. Et il faut aussi se dire, hein, il faut aussi préciser que tu ne travailles pas tous les jours, hein. Donc parce que les salaires, moi quand j'ai commencé à bosser en télé, mes copines, me disaient: «Oh là là, mais tout cet argent et tout». Mais attendez, tout bijou, hein, je travaille pas tous les jours. C'est, mi-juillet, mi-août, tu as pas de travail, Noël, il y a un break, les prods, ben, elles aiment travailler avec certaines personnes et pas d'autres, donc après c'est l'expérience qui fait que tu commences à bosser beaucoup et que ton salaire augmente et cetera. Mais les salaires, ils peuvent être gros et encore une fois, c'est brut. Donc le revers de la médaille est pas rose tous les jours. D'accord. Et il y a une question qui m'est venue justement là tout à l'heure en tête, c'était est-ce que ça t'a déjà intéressé de faire de la production cinéma ou t'as toujours préféré rester dans la production télévisuelle? Je peux pas te dire que ça m'a jamais intéressée parce que je n'ai jamais imaginé pouvoir le faire. En fait, tu as 2 mondes très distincts entre le cinéma et la télévision. Hem, Ce sont 2 mondes qui ne se croisent pas. Attends, tu en as 2-3 qui arrivent, à faire le pont entre télévision et fiction. Donc fiction, je te parle de fiction télé, pardon. Cinéma, moi j'ai un vieux copain de lycée qui est devenu monteur de cinéma, avec qui on échange de temps en temps. Il n'a jamais fait de télé. Je lui ai jamais proposé d'être monteur, télé, parce que je pense qu'il ne saurait pas faire. Tout comme un monteur télé, je je pense qu'il ne saurait pas faire du montage cinéma. Après tu apprends, hein, et ensuite tu sais faire. Mais un monteur cinéma, il est solo, là où un monteur, télé, ils sont, parfois à 15 salles. Heu et j'ai jamais, imaginé pouvoir faire, du cinéma. Je pense que c'est vraiment un autre milieu, une autre méthodologie. Heu, Ouais, c'est deux mondes bien différents. ah oui, et je pourrais même pas te dire en quoi c'est différent. Enfin, j'ai l'impression que nous en télé, on va très vite, c'est efficace, tac, 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 tu vois? Enfin, nous, on est souvent à la chaîne, hein. Enfin, je veux dire, à la chaîne, voilà, tu montes, tu fabriques, tu tournes dans des délais qui sont, hyper, courts. Là, au cinéma, on prend son temps, on fait les choses avec, une caméra, on fait plusieurs prises. Enfin, tu vois? Nous, jamais de la vie, on fait 2 prises, hein. C'est dans la boîte, on s'organisera, puis on rattrapera en montage, hein. Et puis la dernière question du coup que j'avais, et puis ensuite ce sera tout bon, c'est est-ce que tu aurais un conseil du coup, par exemple pour moi ou pour d'autres personnes qui sont intéressées par ton métier, production, et cetera? Est-ce que tu aurais des conseils de comment y arriver? Ouais, je vais te filer des conseils de vieille personne. Alors la première chose, c'est un milieu où c'est très difficile d'entrer parce qu'il faut que quelqu'un te tende la main. C'est ça qui est pénible, hein, j'essaye de tendre des mains souvent, enfin souvent, à quelques personnes, et ça paye et ça, c'est super, mais le milieu est fermé. Donc en fait, pour y rentrer, c'est dur. À moins, de connaître des gens et ou de faire des stages. Tu vois, moi, il m'est arrivé ça, vraiment, c'était le plus grand des hasards. Épatant finalement, parce que le vrai conseil que je vais te donner ou à quelqu'un d'autre d'ailleurs, c'est de travailler fort et d'apprendre fort, de pas avoir d'ego et d'apprendre. Il faut apprendre. Parce que plus tu vas maîtriser ce qu'on te demande de faire, plus les gens vont se dire: «Ah, bah, Quentin, il a été performant sur cette mission, peut-être qu'on peut lui demander de faire autre chose». Et puis ensuite tu performeras dans autre chose parce que tu auras appris et tu auras travaillé. Et ensuite, bah, hop, on te proposera autre chose et cetera et cetera. Vraiment, encore une fois, c'est vieille dame, hein, mais si tu travailles bien, ça paye. Vraiment, ça paye. Donc il faut bosser. Mais merci beaucoup en tout cas, c'était très, très intéressant. Je te remercie beaucoup et n'hésite pas si tu as besoin. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Ciao.
Ça roule. À bientôt, copain.